Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à Jean-Paul Sartre et sa vision de la liberté, qu'il a sobrement appelée existentialisme. On va lire un extrait de la page Wikipédia consacrée à l'existentialisme de Sartre pour se donner une idée de sa conception de la liberté. Commençons. L'existence précède l'essence est expliquée par l'idée que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de nature humaine. Le point de vue essentialiste oublie de tenir compte de l'historicité de l'homme. Selon Sartre, celui-ci est libre de devenir ce qu'il veut. L'homme n'est en fait rien d'autre que ce qu'il se fait, se définissant à travers ses engagements et ses actes. C'est parce que l'homme n'est rien au départ que le choix est possible, dans la mesure où c'est à travers celui-ci qu'il devient ce qu'il veut être. Ainsi, l'homme est condamné à être libre. Cette liberté n'est pas sans provoquer un certain sentiment d'angoisse puisque l'homme n'a pas d'excuse. Qu'il est responsable de ce qu'il est et qu'en choisissant ce qu'il veut être, il choisit également une certaine image de ce que devrait être l'humanité. Dans cette première vidéo dédiée à Sartre, on va surtout étudier et critiquer la formule « Il n'y a pas de nature humaine ». Reprenons les bases. L'homme est un organisme vivant dans lequel le besoin de survivre et de se reproduire est ancré dans son code génétique. Chez la majeure partie des êtres vivants, cet appareillage génétique pousse les individus à s'informer et à connaître l'environnement immédiat, en gros à être curieux pour augmenter les chances de survie. De même, elle nous pousse à la prudence et à la sécurité face aux dangers. La curiosité et la prudence, deux comportements qui peuvent paraître au premier abord antagonistes, servent en fait la même cause, la survie. Chez de nombreuses espèces appartenant aux mammifères, l'évolution les a dotés d'un instinct social qui les incite à faire communauté pour subvenir à leurs besoins et surmonter les dangers de l'environnement extérieur. En particulier, chez l'homme, cela se caractérise par un instinct social politique très poussé, ce qui veut dire qu'il a les appareillages cognitifs suffisants pour créer et vivre dans des communautés sociales complexes tout en prenant en compte son individualité propre. De même, l'homme est doté d'une intelligence très développée qui lui permet de s'adapter à de nombreux environnements, à prendre en compte les feedbacks de celui-ci et de manière plus générale à pouvoir planifier sur du plus ou moins long terme. Par la suite, je pourrais remplacer le terme d'appareillage génétique par le terme d'environnement ancestral, sans que cela n'ait de conséquences sur la compréhension globale de la vidéo. Une des propriétés remarquables de l'appareillage génétique humaine est la capacité que l'homme a de créer des cultures communes et à s'historiciser. D'ailleurs, par des recherches récentes, on suspecte que ces attributs ne sont pas forcément propres à l'homme et se retrouvent chez d'autres espèces de mammifères ou d'oiseaux. Sous cet aspect, la culture, l'environnement social, n'est que la conséquence de l'environnement ancestral de chaque individu. Cet environnement social ne peut être décorrélé de l'environnement ancestral, qui sont en interdépendance perpétuelle. Je ne nie pas l'existentialisme dans le sens où sous certaines conditions, l'homme peut s'autodéterminer. Par contre, je nie totalement la phrase « l'existence précède l'essence » et la formule, je cite, « il n'y a pas de nature humaine ». Parce qu'il vient d'être dit précédemment, c'est bien cette nature humaine, cet essentialisme génétique qui permet l'émergence d'une possible autodétermination, et non l'inverse, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens. Nier le déterminisme génétique chez l'homme dans l'étude sociale, c'est oublier que les comportements sociaux sont les conséquences d'une cognition adaptée. Prenons 2 secondes au sérieux la pensée philosophique de Sartre. Beaucoup de comportements humains seraient inexplicables. En effet, prenons le cas des biais cognitifs. Certains de ces biais semblent difficiles à expliquer par une pure approche culturelle et sociale. Donnons quelques exemples de biais cognitifs qui auraient peu de sens dans l'approche existentialiste. Commençons par les biais d'ordre probabiliste. Dans certaines conditions, l'intuition mathématique de l'homme peut être mise à mal, ce qui entraîne une mauvaise interprétation d'une fréquence ou d'une grandeur. Un de ces exemples est le biais que l'on appelle « oubli de la fréquence de base ». C'est lorsqu'un individu interprète mal une fréquence ou un taux car, dans son raisonnement,
il a oublié de prendre en compte la taille initiale de l'échantillon. Si je dis par exemple que les cancers ont augmenté de 300% par rapport à l'année dernière, ça peut paraître un chiffre très important. Pourtant, dans une population d'1 million d'individus, si l'année d'avant, une seule personne était atteinte d'un cancer, on a alors qu'aujourd'hui, seulement 4 personnes sont atteintes d'un cancer, ce qui sur 1 million d'individus reste une fréquence dérisoire. C'est ce biais qui donne sens au célèbre paradoxe de Simpson. D'ailleurs, si vous voulez de plus amples informations sur ce paradoxe, je vous conseille d'aller voir la super chaîne de Science Étonnante. Le biais de l'oubli de la fréquence de base est souvent utilisé par des journalistes, des politiques ou encore des complotistes pour faire dire tout et n'importe quoi à des chiffres statistiques. Si l'approche de Sartre était réelle, cela reviendrait à dire que les gens font exprès de se faire avoir, alors que le principe d'un biais cognitif est d'être imperceptible à notre raison. Des biais de jugement semblent aussi difficiles à interpréter sous le seul prisme social. Par exemple, le biais de l'appel à la tradition est un biais que l'on retrouve dans des textes qui datent de l'Antiquité. C'est un biais qui a traversé les époques et de nombreuses cultures. Son origine semble donc plus provenir d'une préprogrammation cognitive de l'espèce humaine que d'un phénomène purement social. On pourra aussi citer le biais d'ancrage, qui consiste à juger une personne par une seule rencontre. Une hypothèse pour expliquer ce biais, si l'on ne nie pas une certaine nature humaine, serait qu'un individu dans un environnement hostile doit être capable de catégoriser rapidement ses congénères pour faire face au danger. Et dans un tel environnement, il y a rarement de seconde chance. Parmi les autres biais cognitifs, il y a les fameux biais de raisonnement, qui incluent le célèbre biais de confirmation. Pour expliquer ces biais sous la conception philosophique de l'existentialisme, il faudrait introduire une sorte de divinité qui nous pousse à agir de manière totalement déterminée, alors que c'est l'absence de Dieu qui a donné l'idée à Sartre de créer l'existentialisme, ce qui est au final totalement absurde. Après l'analyse qui vient d'être faite, on peut dire que l'existentialisme de Sartre est une vision de l'homme qui semble plus provenir d'un littéraire que d'un philosophe, de la pensée magique, d'une personne qui n'a jamais pris en compte l'état de la science pour donner une vision cohérente du monde. Cette vision philosophique n'a aucune utilité épistémologique, dans le sens où elle ne donne pas un bon cadre pour étudier et comprendre les comportements humains. L'existentialisme ne peut être source que d'ambiguïté et d'incompréhension, cette approche est donc à proscrire. Que l'on ne vienne pas me dire qu'au milieu du XXe siècle, la science n'était pas assez avancée, la théorie de l'évolution de Darwin était déjà bien actée et la psychologie était en plein essor. L'embêtant n'est pas que Sartre ait proposé une idée bancale considérée comme révolutionnaire à l'époque, en fait révélée peu constructive et inutile au débat. L'embêtant, c'est que ces idées soient reprises par d'autres penseurs des dizaines d'années après et utilisent Sartre comme figure d'autorité. La pensée de Sartre n'avait pas pour but de servir une quête de vérité, mais plutôt de servir un agenda politique. Le XXe siècle a été gangréné par une vision misogyne et nauséabonde de la femme. Et il est vrai que nier une nature humaine devient un moyen efficace pour contredire des idées misogynes se basant sur une nature de la femme inférieure à la nature de l'homme. Mais aujourd'hui, comment fait-on s'il existe réellement une nature humaine, ce qui semble être le cas? Ou pire, s'il existe une nature de l'homme de sexe féminin différente de l'homme de sexe masculin? On revient alors dans une société arriérée où l'on considère la femme inférieure à l'homme? On nie tout en bloc? Ou bien une autre voie est possible? Une voie dans laquelle l'on change notre façon de voir le monde. Une voie dans laquelle la biologie et la psychologie seraient des outils pour soutenir et défendre le progrès social. Il est vrai que dans cette vidéo, j'ai pas forcément été très sympa avec Sartre, mais si des gens ne sont pas d'accord avec moi, ils peuvent mettre leurs arguments en commentaire et essayer de me contredire, ou en tout cas on peut essayer de discuter. Alors, dans une prochaine vidéo, je m'attaquerai à la conception philosophique de la responsabilité de Sartre. En tout cas, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner
Et moi, je vous dis ciao.